Bonjour à tous. J'ai l'honneur d'accueillir ce soir dans cette salle de l'Institut français de Prague le professeur Alain Badiou, une des personnalités marquantes de la scène intellectuelle en France et dans le monde. Il n'est pas question pour moi de donner un aperçu en quelques minutes de l'œuvre aussi vaste que variée d'Alain Badiou, qui s'étend des ouvrages de philosophie aux romans et des essais politiques aux pièces de théâtre également. C'est bien le philosophe Alain Badiou que nous accueillons ce soir pour cette conférence intitulée « Qu'est-ce que la vérité ?» La notion de vérité occupe une place centrale dans l'œuvre philosophique d'Alain Badiou et elle débouche sur une théorie originale, donnant à la vérité un sens très différent des définitions anciennes, classiques ou modernes. Il ne s'agit ni de la vérité transcendante, ni de la vérité définie comme adéquation entre la chose et l'intellect, ni d'une notion existentielle de la vérité comme expérience ou dévoilement. À ma connaissance, pour Alain Badiou, c'est la notion d'événement qui joue un rôle originel et décisif dans la construction du processus de la vérité ou des vérités. Cette réflexion le conduit à définir la philosophie comme l'espace où il est possible de penser les vérités et les événements qui surviennent, dans les 4 champs de vérité que sont les mathématiques, la poésie, la politique et la tension amoureuse, champs qui se trouvent déjà indiqués chez Platon, avec l'œuvre duquel Alain Badiou entretient un dialogue original et fécond depuis des décennies. Pour conclure cette brève introduction, je ne peux m'empêcher de signaler en forme de clin d'œil que nous sommes ici à Prague et que la devise de la République tchèque, héritée de Jan Hus et reprise depuis 1918, est Pravda vítězí. La vérité l'emporte. Alors, Monsieur Badiou, c'est ici le lieu rêvé pour votre intervention. Mais de quel type de vérité allez-vous nous parler? Merci. Je vous laisse à votre audience. Merci à vous. Ce dont je vais vous parler ce soir est très important pour moi, car je peux dire que tout mon travail philosophique revient en fait à proposer une nouvelle définition de ce que c'est qu'une vérité et d'en tirer des conclusions quant à notre existence comme sujet dans le monde. Alors, je voudrais faire une petite histoire personnelle de cette recherche. L'être et l'événement, le livre sans doute fondateur pour moi sur ce point, qui paraît en 1988. Ce livre, vous pouvez le considérer comme la première partie d'une construction en plusieurs temps. Et cette partie concerne principalement la question de l'être, la plus vieille question de la philosophie. Qu'en est-il de l'être en tant qu'être, comme le nommait Aristote, et qu'en est-il des voies et des moyens de le connaître? Alors ma proposition, c'est que l'être en tant qu'être, l'être dépouillé de toute autre caractéristique que le fait d'être, est tout simplement une multiplicité, rien d'autre. Tout ce qui est une multiplicité. Ce que j'appelle une multiplicité pure, c'est-à-dire une multiplicité qui n'est pas composée d'atomes. Sinon je dirais l'être, c'est l'atome, et pas la multiplicité.
L'être est composé d'éléments, un multiple est toujours composé d'éléments, mais ces éléments sont eux-mêmes des multiplicités, qui sont elles-mêmes composées de multiplicités, et ceci arrive à un point d'arrêt en descendant, la décomposition de toute multiplicité, mais cet arrêt n'est pas l'un, un élément unique, parce que l'un serait forcément un atome, et l'être serait donc l'un, et non pas le multiple, mais cet arrêt est le vide, la multiplicité qui n'a plus aucun élément. Donc, tout ce qui est va aller du vide, qui est le néant matériel et réel, jusqu'aux combinaisons les plus infinies de multiplicité. Alors, par ailleurs, l'être et l'événement développent une théorie des vérités, qui est une théorie formelle des vérités. Les vérités sont, comme toute chose, des multiplicités. Ce qui revient à dire, les vérités sont. Il y a un être des vérités. Leur singularité est qu'elles dépendent d'un événement, c'est-à-dire d'une coupure, de la possibilité d'une création. Et cet événement, lui, est une multiplicité que je dirais évanouissante. Il n'apparaît que pour disparaître. Une multiplicité qui, en somme, dans la situation où elle arrive, il n'est pas l'événement, il arrive. Cette situation, cet élément, dans la situation où il arrive, est donc complètement infondé. Au fond, un événement, c'est ce qui arrive sans aucun fondement assuré dans l'être. C'est donc ce qui arrive de façon surprenante. Alors, au stade où j'en suis, il va se poser la question de savoir quelle est la forme de cette multiplicité paradoxale et plutôt rare, qu'on appelle une vérité et qui dépend d'un événement. Le livre, l'être et l'événement, va traiter donc à la fois d'une théorie de l'être et d'une théorie des vérités, tout cela dans le cadre d'une théorie du multiple pur qui se trouve affectée de temps à autre, de façon rare, d'une multiplicité infondée et surprenante que j'appelle un événement. La deuxième partie de cette construction a pour titre « Logique des mondes ». Après l'être et l'événement, logique des mondes, et cette deuxième partie paraît en 2006. La philosophie va lentement. Philosophie va lentement. Alors cette fois, il s'agit non pas de la question de l'être, mais de la question de l'apparaître. Il s'agit d'une théorie de ce qui, de l'être, c'est-à-dire des multiplicités quelconques, apparaît dans des mondes déterminés et forme des relations entre les objets de ce monde. Je propose de dire que cette théorie est une logique, alors, si vous voulez, que la théorie des multiplicités était ontologique. Elle était ontologique puisqu'elle parlait de l'être en tant qu'être. Alors c'est une logique, pourquoi? Parce qu'elle ne porte plus sur la composition de ce qui est un multiple pur, mais sur les relations qui se tissent entre toutes les choses qui apparaissent localement dans les mondes. En somme, après une théorie de l'être, on peut employer ici une expression de Hegel, une théorie de l'être là, l'être tel qu'il apparaît dans un monde déterminé, l'être tel qu'il est placé
est disposée dans les relations d'un monde particulier. Alors, dans Logique des mondes, la question de la vérité est reprise une deuxième fois. L'être et l'événement traitait de l'être des vérités. Quelle est l'espèce de multiple qui mérite d'être appelée une vérité, et de l'origine des vérités. Les vérités dépendent d'un événement. En ce qui concerne cet être des vérités, j'ai repris pour les nommer le mot d'un mathématicien, Paul Cohen, parce que je les ai appelés des multiplicités génériques. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point, mais retenez comme ça au passage qu'une vérité, ça n'est pas une multiplicité ordinaire, c'est une multiplicité qu'on peut appeler générique. Avec Logique des mondes, on entre dans une toute autre question, qui est la question des corps réels, de ce qu'il y a dans le monde, de la logique des relations entre les corps, et en particulier la question de l'apparaître des vérités. Vous voyez, dans l'être et l'événement, je propose une théorie de l'être des vérités. Tandis que dans Logique des mondes, je propose une théorie de la façon dont les vérités apparaissent, dont elles sont créées, dont elles surgissent dans un monde particulier. Et alors, si tout ce qui apparaît dans un monde est un corps, eh bien, il faut aborder la question de ce qu'on appellera le corps d'une vérité. Le corps d'une vérité, ça n'est pas seulement son être, le fait qu'elle ait une multiplicité particulière, mais c'est le fait qu'elle apparaît dans un monde particulier et qu'elle est donc composée d'éléments particuliers qui appartiennent à ce monde. C'est pourquoi ce deuxième tome, c'est écrit qui paraît en 2006, c'est largement une théorie des corps qui puisse être une théorie des corps de vérité. Exactement que le premier tome avait pour but une théorie des multiplicités pures qui puisse être aussi une théorie des vérités comme multiplicité, c'est-à-dire des multiplicités génériques. Donc, pour résumer tout cela, concernant notre fil conducteur qui est qu'est-ce qu'une vérité, dans l'être et l'événement, je reviendrai, vérité désigne un certain type de multiplicité dépendant d'un événement, voilà quant à son être, et dans Logique des mondes, vérité désigne un certain type de corps particulier, que j'appellerai le corps subjectivable, qui apparaît dans un certain monde. Alors, arrivé là, j'aurais pu arrêter. J'aurais pu me dire, j'ai traité de l'être des vérités, de l'apparaître des vérités, je peux me reposer. Mais non, j'ai le projet d'un troisième tome. Et je voudrais vous dire pourquoi. Le projet du troisième tome, c'est d'examiner non pas les vérités du point de vue de l'être ou de l'apparaître, mais l'être et l'apparaître du point de vue des vérités. Il s'agit de renverser l'approche. Au fond, c'est très simple. Le premier tome, l'être et l'événement, demande qu'en est-il des vérités par rapport à l'être. Le second tome demande qu'en est-il des vérités par rapport à l'apparaître. Et le troisième demande qu'en est-il de l'être et de l'apparaître du point de vue des vérités. Alors, j'aurais fait le tour de la question. Alors, le problème, c'est que en venir à ce troisième temps demande la solution de problèmes très difficiles que je voudrais essayer d'éclairer pour vous. Une vérité, du point de vue humain, du point de vue anthropologique, une vérité pour nous tous, elle se compose toujours d'incorporations individuelles dans des ensembles plus vastes. Quand
nous pratiquons une vérité ou que nous rencontrons une vérité, qu'elle soit une œuvre d'art, une démonstration scientifique, un soulèvement politique, une rencontre amoureuse, quand nous rencontrons ce genre de choses qui va changer notre vie, eh bien, nous sommes dans une expérience qui est une expérience qui nous relie immédiatement, non plus seulement à nous-mêmes, mais d'une certaine façon à l'humanité tout entière. Et je voudrais donc savoir, c'est la question que je me pose maintenant, comment le monde, les individus du monde, comment ils se disposent, comment ils apparaissent quand on les examine à l'intérieur du processus d'une vérité elle-même. C'est donc une question qui renverse, vous le voyez, la perspective des deux premiers volumes. On se demandait ce qu'étaient les vérités du point de l'être et de l'apparaître. On se demande maintenant ce qu'il en est de l'être et l'apparaître du point de vue des vérités. Et alors, on se heurte à des problèmes de dimension, à des problèmes d'échelle. Les vérités sont essentiellement infinies. Je ne vous donne pas la démonstration de ce point, mais vous pouvez vous en faire une image. Une vérité, c'est ce qui va rester. Une vérité, c'est ce qui a été créé à un moment donné, mais qui, d'une certaine manière, reste vrai ensuite pour toujours. Donc une vérité, ça a une puissance qui va au-delà du temps, qui survit au temps. C'est une image de ce qu'on peut qualifier d'infinité des vérités, tandis que les corps et nous-mêmes, tels que nous apparaissons dans les mondes, ça nous semble absolument fini. Marqué de finitude, marqué de mortalité, marqué de faiblesse. Il faut donc s'engager, lorsqu'on parle du monde vu à partir des vérités, il faut s'engager dans la question de la relation du fini et de l'infini. Relation qui tourmente la philosophie depuis Descartes. Descartes qui disait, chose très étrange, que l'infini était une idée plus claire que le fini. Alors, cette difficulté, la relation du fini et de l'infini, c'est-à-dire aussi la relation de tout individu fini à une vérité infinie, cette difficulté, on la trouvait déjà dans les deux premiers volumes d'une certaine manière, parce que dans l'être et l'événement, il y a une théorie assez compliquée, à vrai dire, sans doute trop compliquée, de l'effet en retour des vérités infinies sur le monde, dans lequel, après l'événement, elles ont travaillé, elles se sont développées. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, quand une vérité surgit dans un monde particulier? Eh bien, cette vérité va changer ce que j'appelle le savoir. Dans toute situation où il y a un certain état du savoir, et si vous avez une nouvelle vérité, vous allez avoir en réalité une transformation du savoir. Il va y avoir création d'un savoir nouveau dont la nouvelle vérité va éclairer la naissance et le développement. Alors, c'est une vieille idée qu'on trouve chez Platon, dans quelque chose que vous connaissez sans doute, qui est l'allégorie de la caverne. Platon nous dit, on arrive à l'idée, c'est-à-dire à la vérité, en sortant de la caverne des apparences, mais il faut redescendre dans la caverne pour éclairer ce qui existe à partir de l'idée. Et il faut le faire, quitte à encourir un certain nombre de risques. Alors cette question du retour, très important, du retour des vérités vers le monde, je l'ai traité dans l'être et l'événement sous le nom de théorie du forçage. C'est la théorie sans doute la plus compliquée de ce livre. C'est-à-dire on force une vérité, force une transformation du savoir commun à partir de la vérité neuve. Mais chacun en a l'expérience. Si l'on prend par exemple la vérité qu'il y a dans une rencontre amoureuse,
tout le monde sait que ça va transformer le savoir qu'on a du monde lui-même. C'est-à-dire que quand on vit dans l'intensité d'une vie amoureuse, le monde est en quelque sorte forcé de devenir différent. Et c'est simplement la généralisation de cela qui consiste à dire que toute vérité neuve, toute vérité qui surgit dans un événement, va transformer ce que nous savons du monde. Et par conséquent, elle va forcer notre savoir à devenir différent. Dans Logique des mondes également, il y a une théorie assez compliquée, qui est la théorie de la compatibilité. Je ne vous en parle pas ici, mais il y a une théorie ici qui se rapporte à un certain nombre d'effets spéciaux des vérités sur le monde. En somme, j'avais deux notions, le concept de forçage et le concept de compatibilité, qui traitent déjà du rapport entre la vérité et la situation. Le troisième volume que je prépare, et dont je vous parle, va systématiser tout cela. Il va s'installer dans les différents types de vérité, le type amoureux, le type politique, le type scientifique. Il va s'installer là et il va demander que se passe-t-il quand le monde entier est abordé du point de vue de la vérité. Que se passe-t-il quand on adopte le point de vue de la vérité sur les multiplicités ordinaires? Alors vous voyez, le but de tout cela, au fond, c'est de poser la question: comment le monde est-il éclairé du point de vue des vérités? Est-ce qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce que c'est qu'une victoire de la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'un échec de la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'une création? Voilà les questions que je voudrais aborder et qui, vous le voyez, sont les questions de l'effet des vérités dans le monde et non pas la simple question de l'être ou de l'apparaître des vérités. Le but de tout cela, c'est de lier à la fin des fins la notion de vérité à la représentation de ce que c'est qu'une vie humaine digne de ce nom. Le problème final, c'est celui de ce que j'appelle la vraie vie. Alors, la question de la vraie vie, je l'avais déjà un peu abordée à la fin de Logique des mondes. Qu'est-ce que la vraie vie? Ma réponse est: la vraie vie, c'est vivre sous le signe d'une idée. C'est vivre dans le contact avec des vérités. C'est vivre dans une sorte d'incorporation subjective aux vérités. Mais il faut aller plus loin, je pense. Il faut se demander quel est le rapport de la vérité à la vie. Et par conséquent, quel est le rapport de la philosophie à la vie réelle? C'est une question vraiment primordiale. Vous comprenez bien que si on ne peut pas dire à quoi sert la philosophie du point de vue de la vraie vie, la philosophie n'est qu'une discipline académique supplémentaire. Il faut tenter de créer la possibilité d'un rapport direct entre la philosophie et la vie, la vraie vie. Il faut retrouver la question platonicienne du rapport de la philosophie au bonheur de vivre. En somme, il faut passer d'une doctrine négative de la singularité des vérités à une doctrine affirmative. Dans Théorie du sujet, un livre écrit en 1982, je distinguais le procès subjectif et la subjectivation. Autrement dit, je distinguais la
constitution d'un sujet, son être, si vous voulez, du moment où le sujet se constitue lui-même dans son rapport à quelque chose. Et je dirais que l'être et l'événement et logique des mondes contiennent des choses très importantes sur le procès subjectif, mais que la subjectivation proprement dite, c'est-à-dire la manière dont on entre dans le rapport aux vérités, reste obscure, traitée négativement ou de façon purement différentielle. La subjectivation, vous le voyez, c'est la façon dont on subjective de l'intérieur le protocole de vérité. Je crois qu'il me manque encore, c'est une autocritique, je crois qu'il me manque encore une intuition véritable de ce que c'est que la subjectivation. Et surtout, de ce que peuvent être, pour une même vérité, des subjectivations différentes. Je voudrais prendre ici un exemple très simple. Deux personnes différentes regardent un grand tableau, une grande œuvre picturale. On aura un fragment d'incorporation à la vérité artistique avec un certain affect, l'immobilisation du regard de l'un et de l'autre sur le tableau. Mais cet acte de subjectivation qui consiste à regarder le tableau, est-il identique chez les deux spectateurs? Voilà une question extrêmement difficile. On est tenté de dire, oui, c'est la même œuvre, c'est la même vérité, donc c'est le même procès subjectif, mais c'est donc la même subjectivation. Eh bien non. On ne peut pas supposer que l'acte de subjectivation est le même chez les deux spectateurs. On n'a pas de raison de le supposer. Pas plus qu'on a le droit de supposer que deux personnes qui s'engagent dans un mouvement révolutionnaire ont une subjectivation exactement identique de ce mouvement, et ainsi de suite. Question très délicate, qu'est-ce qui fait la différence de deux subjectivations au regard d'une vérité qui est la même et qui, de surcroît, est universelle? À la fin des fins, l'expérience de regarder ce tableau peut concerner des milliers ou des millions de spectateurs dans des générations successives. Va-t-on supposer des subjectivations à chaque fois différentes? Cela va rompre l'unité du sujet supposé de la vérité. Et ne va pas-on entrer dans la phrase de Pirandello, à chacun sa vérité? Mais si on dit à chacun sa vérité, il n'y a en un certain sens plus de vérité du tout. Dans le cas du tableau, il y aura un objet unique qui va se disloquer, se démultiplier selon les perceptions des uns ou des autres. Alors, le problème ne peut être résolu que si on fait un détour par la question de la négation. C'est un point que je voudrais vous soumettre parce qu'il est délicat, mais d'un extrême intérêt, y compris dans les questions politiques. Parce qu'en politique, la question de l'unité subjective est fondamentale. Mais comment cette unité subjective peut-elle résister à la multiplicité des subjectivations différentes? Pourquoi la question de la négation? Chacun voit le tableau à sa manière. La perception de l'un n'est pas la perception de l'autre, même si le jugement est d'accord. Même si l'un dit « j'aime ce tableau », que l'autre dit aussi « j'aime ce tableau », néanmoins la subjectivation peut être supposée différente. Par conséquent, la perception de l'un n'est pas la perception de l'autre. Mais
si cette négation est une négation classique, c'est-à-dire qu'une perception de l'un est contradictoire à la perception de l'autre, eh bien, on va être conduit au scepticisme. Il n'y aura pas d'unité subjective du tout. On aura simplement des perceptions différentes dont chacune peut être considérée comme la négation de l'autre. Ce problème est un problème très embarrassant et je vous indique simplement au passage qu'il ne peut être résolu qu'en introduisant une logique différente de la négation, c'est-à-dire une logique qui n'obéit plus au principe de non-contradiction. Autrement dit, vous devez pouvoir affirmer que la perception de l'un n'est pas la perception de l'autre, mais que ça peut coexister, que néanmoins, les deux perceptions peuvent être des perceptions de vérité. Et vous voyez que pour cela, il faut que la négation fonctionne autrement que d'habitude, et qu'elle fonctionne de telle manière que vous puissiez admettre que des positions contradictoires peuvent coexister dans une expérience finalement unifiée. Or, ce point est très important, y compris aussi en politique. Supposez par exemple que dans une unité politique, à propos d'une décision, il y ait des avis différents, des subjectivations différentes. Comment traiter le problème? S'il s'agit de positions contradictoires selon la logique classique, vous allez avoir une dislocation de l'unité ou une scission de la communauté politique. Mieux vaut considérer que les deux subjectivations peuvent continuer à travailler de façon coexistante à l'intérieur de leurs différences. C'est un problème très essentiel aujourd'hui, dans tous les domaines, que de se demander comment une certaine négation peut fonctionner à l'intérieur d'une unité essentielle. Tout cela aboutit en définitive à une expérience philosophique neuve. C'est l'objectif de ce troisième volume. À une expérience commune de l'idée, de la vérité, à la coexistence possible de subjectivations différentes et à la nécessité de transmettre les expériences différentes dans l'unité de la vérité. Nous retrouvons là un très très vieux problème philosophique qui est la forme du rapport entre l'unité universelle du vrai et la multiplicité des expériences de cette unité. Alors, vous voyez, en définitive, pour moi, les vérités existent. Je les caractérise et j'ai dit de manière explicite comment et pourquoi elles existent. Le problème difficile, c'est celui de la transmission des vérités dans la communauté d'une expérience. Ce qu'il faut transmettre, c'est que les vérités, en tant qu'elles existent, sont en exception du reste, qu'elles existent comme des œuvres à partir d'une dialectique serrée entre plusieurs formes de multiplicité. Cette vieille idée est une idée de Platon, parce que c'est l'idée que la vérité est accessible à tout un chacun sans qu'il ait à renoncer à sa singularité. La singularité de l'individu, sa subjectivation ne la détruit pas, elle l'installe dans une coexistence nouvelle avec les autres subjectivations. Comprenez bien que cela veut dire qu'une vérité unifie, mais qu'elle unifie sans exiger l'abandon des différences. Et c'est pourquoi nous évitons le piège du dogmatisme. On peut appeler dogmatique la position qui consiste à dire
s'il y a des vérités, alors ces vérités ne vont pas accepter les différences. Tout le processus que je vous décris, et dont je donnerai le détail technique plus tard, tout ce dont je vous décris tente à créer une théorie à l'intérieur de laquelle il y a des vérités universelles et que l'expérience de ces vérités universelles peut être partagée sans avoir à renoncer aux différences de la subjectivation et aux différences individuées. Ce qui veut dire qu'il peut exister une théorie non dogmatique des vérités universelles. Et ça, c'est un point très important parce que, pour le moment, la conception dominante, qui est une conception relativiste et en vérité largement sceptique, est que, en définitive, à chacun sa vérité. Puisque les subjectivations sont différentes, en définitive, il n'y a pas vraiment de vérité commune, et au fond, il n'y a que des opinions. Il n'y a que des opinions. Alors, comment on tranche entre les opinions? Ben, comme il n'y a pas de vérité, pour trancher les opinions, c'est très difficile. Alors, finalement, on considère que la moins mauvaise, c'est celle qui est majoritaire. Or, ça n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Rien ne le démontre. Ce que je propose à la place de cette vision, c'est de dire il y a des vérités universelles, les subjectivations peuvent être différentes, les expériences de ces vérités peuvent être différentes, mais cette différence ne crée pas la nécessité d'une scission, la nécessité d'une opposition. Autrement dit, ce qui est universel, ce qui est égalitaire, travaille non pas contre les différences, mais à travers les différences. C'est le point essentiel auquel je veux parvenir et auquel je veux donner ses fondements. La philosophie, voyez-vous, pour moi, c'est cette discipline de pensée, cette discipline singulière qui part de la conviction qu'il y a des vérités et qui cherche à savoir ce que signifie le partage des vérités. Ne pas renoncer à l'universel, mais ne pas renoncer non plus aux différences subjectives. C'est l'idée que l'universalité des vérités, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient de l'ordre de l'art, qu'elles soient de l'ordre de l'action politique ou tout autre genre, la caractéristique des vérités, c'est certainement de pouvoir être vérité pour tous les esprits. Mais ce pour tous les esprits doit être conçu de telle sorte qu'il n'entraîne pas de négation dès lors que les subjectivations sont différentes. Et c'est pourquoi on se servira d'une négation qui est aussi une possibilité de coexistence. La philosophie est un trajet. Elle va de la vie qui propose l'existence des vérités à la vie qui fait de l'existence des vérités une expérience partagée. Que nous donne l'époque dans laquelle nous vivons? Qu'est-ce qu'elle est? Quelles sont les choses qui ont de la valeur? Quelles sont les choses qui n'ont pas de valeur? La philosophie propose un tri collectif et partagé dans la confusion de l'expérience. Et grâce à l'existence des vérités, la philosophie propose une orientation de la vie, collective et personnelle. Alors ça suppose vraiment un concept de vérité. Cette vérité peut très bien recevoir un autre nom. Dans l'histoire de la philosophie, ce dont je vous parle là sous le nom de vérité a connu d'autres noms. Toute une partie, par exemple, de l'œuvre de Deleuze, eh bien, on voit que ce que nous appelons ici la vérité s'appelle le sens. Presque dans n'importe quelle philosophie, on peut nommer vérité, comme ce que je vous dis là, c'est-à-dire ce qui permet un partage de l'orientation de l'existence. Il faut donc de toute façon un tri entre ce qui est vérité, ce qui est sens, ce qui est bien, peu importe le mot, et le partage de tout cela, l'orientation à partir de tout cela, et ce qui ne l'est pas.
Il faut donc un tri, il faut une machine à trier ce qui est vérité et ce qui ne l'est pas. Et donc il faut un concept de vérité. Il faut montrer que cette vérité existe vraiment, mais qu'il n'y a pas pour cela besoin d'un miracle, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dispositifs transcendants. Certaines philosophies tiennent à ces dispositifs transcendants, un Dieu, un bien, etc. Mais ce n'est pas ma voie. Alors on revient à ce moment-là tout près de la question la plus simple et la plus initiale. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce qu'une vie digne et intense, non réductible aux stricts paramètres de la vie animale? Une vie qui signale l'affect du bonheur réel. Voilà, je pense que la philosophie doit inclure, à la fois dans sa conception et dans sa proposition, la conviction que la vraie vie peut être expérimentée en immanence et partagée sans conflit. Quelque chose doit signaler la vraie vie à l'intérieur d'elle-même, pas seulement comme un impératif extérieur, comme l'impératif moral kantien. La vérité se signale aussi par un affect qui nous dit qu'avec cette orientation, la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a chez Aristote une formule que j'aime beaucoup et que je reprends volontiers. Vivre en immortel. Vivre la mortalité, mais la vivre en immortel. Il y a d'autres noms pour cet affect du vrai. Béatitude, chez Spinoza. Joie, chez Pascal. Surhomme, chez Nietzsche. Sainteté, chez Bergson. Respect, chez Kant. Je crois qu'il y a un affect de la vraie vie. Et moi, je lui donne le nom le plus simple, celui de bonheur. Cet affect n'a pas de composante sacrificielle, rien de négatif n'est exigé, il permet le partage, il n'y a pas de sacrifice comme dans les religions dont la récompense est demain et ailleurs. Cet affect, c'est le sentiment partagé de la subjectivation du vrai, c'est le sentiment affirmatif d'une délitation de l'individu dès lors qu'il co-appartient au sujet d'une vérité. La philosophie, ce sera ma conclusion, à partir du moment où elle affirme et soutient une conception non dogmatique des vérités. La philosophie, c'est trois choses. C'est un diagnostic de l'époque. Qu'est-ce que notre époque nous propose? C'est une construction à partir de cette proposition contemporaine d'un concept de vérité. Et c'est enfin une expérience existentielle et partagée relative à la vraie vie. Diagnostic sur l'époque, que nous propose-t-elle? Construction d'une idée partagée et non dogmatique de la vérité, expérience de la vraie vie et de son affect. L'unité des trois, c'est la philosophie. L'unité des trois, c'est la philosophie, le contexte dans lequel il peut y avoir une vérité, le concept de cette vérité et l'orientation de la vie en fonction de son existence. À un moment donné, vous savez, la philosophie, c'est une philosophie. Quand j'aurai écrit mon troisième volume, j'aurai proposé l'unité des trois composantes de toute philosophie, et je pourrais vous dire, la philosophie, c'est moi. Et c'est donc aussi bien, vu ce que je vous ai dit sur le partage, c'est aussi bien égalitairement vous tous, qui me lisez ou pas, qui pensez ce faisant avec moi, ou contre moi, ou sans moi, aussi bien. Mais c'est le partage des vérités qui compte. Ce n'est pas le partage
de la théorie des vérités. C'est l'expérience des vérités elle-même qui compte. Si penser il y a l'éternité d'une expérience terrestre. C'est cela que la philosophie essaie de rendre possible. Elle ne le crée pas, elle cherche à l'éclairer, à le rendre possible. L'éternité d'une expérience terrestre, celle d'une immanence à la vraie vie. La vraie vie, la vie qui partage la subjectivation des vérités et qui se réjouit de leur existence. Et dans l'immanence à la vraie vie, nous tous, amis et ennemis, lecteurs et non-lecteurs, philosophes et non-philosophes, nous partagerons le bonheur de cette immanence. Merci. Merci Alain Badiou.